Bonsoir Chérif, vous l'avez dit, nous recevons ce soir Cheikh Hadjibou Soumaré, notre compatriote et le président de la commission de l'UEMOA depuis 2011. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir, bonjour. Président encore et toujours, alors qu'on vous annonçait avec une quasi-certitude d'ailleurs sur le départ à l'ouverture du sommet de Dakar ce week-end, vous vous attendiez à un tel scénario, vous restez? Très franchement, je ne m'y attendais pas, parce que comme vous le savez, je suis très respectueux des décisions de l'autorité, puisque un pré-accord avait été signé à Cotonou. J'avais mis toutes les équipes dans la préparation de pouvoir faire les passations. Vous avez Dès fait après le sommet. Vos valises. Nous avions tout fait. Et les cartons Mon épouse et et moi. tout. Mon épouse et moi-même. Oui. Et je pense que c'est ce qui est arrivé aujourd'hui à Dakar. Mais est-ce que ce n'est pas psychologiquement inconfortable? Par deux fois, on vous a annoncé que vous allez partir et vous restez par deux fois. Ce n'est pas éprouvant psychologiquement? Éprouvant, peut-être pas spécifiquement pour nous en tant qu'autorité de la commission. Nous avons fait une carrière assez longue dans l'administration, de plus de 30 ans. Nous avons l'habitude de changer de position sans que cela puisse nous affecter, parce qu'un fonctionnaire doit toujours avoir un mental solide et ne pas penser au lendemain d'une décision de l'autorité vous demandant de quitter une position pour une autre. Mais très certainement pour nos jeunes qui sont dans l'institution, les jeunes cadres qui se battent pour faire leur chemin, ça peut être éprouvant. Et nous essayons, autant que faire se peut, de leur faire comprendre qu'il faut travailler, continuer à travailler. C'est pour la bonne cause, la cause de l'union, la cause de l'intégration. Au-delà des jeunes, c'est toute l'administration, tout simplement, de l'UEMOA qui est un peu ballottée, non? Bien sûr, mais pas ballottée au sens vrai du terme. Mais si on comprend bien comment fonctionnent les structures, comment fonctionne l'administration, comment fonctionne la vie et tout le temps, je pense qu'on peut avoir quand même un mental solide pour faire face à ces genres de situations. Oui. Et dépassons un peu les convenances diplomatiques. Il était prévu un échange de civilité entre le Sénégal et le Niger. Vous quittez la commission de l'UEMOA, un Nigérien arrive et le Sénégal prend la place du Niger comme vice-gouverneur de la BCEAO. Cela n'a pas eu lieu. Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux? Expliquez-nous. Bon, malheureusement, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je peux expliquer, c'est que je sais qu'à Cotonou, la conférence des chefs d'État, les chefs d'État avaient donc décidé d'un accord. L'accord qui m'a été donc donné par les chefs d'État, c'était qu'à Dakar, le Sénégal devait quitter sa position et que par le même temps, le Niger devait quitter la position de la BCEAO. Maintenant, toutes ces décisions relèvent de la seule souveraineté de l'instance de décision au niveau de la Commission, qui est la conférence des chefs d'État. Maintenant, ce que les chefs d'État se sont dit pour en arriver à cette situation, ça, c'est les choses qui se disent à huis clos. Cet accord ne lie plus le Sénégal? Ça semble ne plus lier le Sénégal. Ça semble ne plus lier le Sénégal parce que vous avez fait le constat de ce qui s'est passé. La commission continue à être animée par un Sénégalais, dont moi-même, et la Banque centrale aussi continue dans la gouvernance à être le poste de vice-gouverneur à être occupé par le Niger. Vous n'avez pas senti un peu quelques tiraillements entre les présidents sénégalais et nigériens à l'occasion de ce sommet-là qui vient de s'achever à Dakar? Ce que je peux dire, vous savez, ce qui se dit à huis clos n'est pas ce qui s'affiche. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tant que président de la commission, je sais qu'il y a eu beaucoup de civilité quand ils sont sortis. Je ne peux pas préjuger maintenant des débats qu'il y a eu à l'intérieur d'un huis clos intégral. Vous savez bien que c'est difficile. Mais ce que je peux dire, c'est que quand ils sont sortis, il n'y avait pas à proprement parler d'animosité entre les deux chefs d'État. Certainement, ils se sont parlé, ils ont compris
que ce qui est important, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que les hommes passent, les institutions demeurent. Et que l'UEMOA, c'est une UEMOA de 8 pays. Nous sommes en train de travailler sur un processus d'intégration. Tout le monde sait aujourd'hui, à travers le monde, que l'option est aujourd'hui au regroupement des pays. Des pays qui ont des populations entre 12 et 15 millions d'habitants, 16 millions d'habitants, je pense que se regrouper autour d'une entité qui fait plus de 120 millions d'habitants, près de 120 millions d'habitants, je pense que c'est une grande opportunité. Un marché important. Un marché important. S'y ajoute l'opportunité qui est laissée à nos populations, les jeunes, les femmes, les opérateurs économiques, pour leur compétitivité dans cet espace, je pense que c'est une chose extraordinaire qu'il nous faut conserver. Justement, quelles sont les grandes mesures issues de la rencontre de Dakar? La rencontre de Dakar avait fixé d'abord à la Commission 2 objectifs majeurs, 2 études majeures. La première étude concernait l'étude sur la rationalisation. Comme vous le savez, l'UEMOA a fonctionné depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans. C'était en 1994, nous sommes dans notre 22e année. Il était important que nous fassions une introspection pour voir ce qu'on a fait depuis 22 ans, qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'il ne faut pas conserver, quelles modifications, quelles options nouvelles il faut, quelle impulsion nouvelle il faut donner à l'UEMOA. Et les chefs d'État s'étaient rendus compte effectivement que l'UEMOA, quelque part, était en train peut-être de faire des choses qui, du fait de la subsidiarité qu'il y a entre l'UEMOA et les pays, pouvaient revenir davantage aux pays. Ils nous ont demandé donc de faire cette étude. Nous avons fait faire cette étude et nous avons fait part des décisions que le consultant, des propositions que le consultant avait eu à faire dans cette étude. Et il est apparu que, comme je l'ai dit hier, il y a 2 dates qu'il faut retenir dans l'UEMOA. D'abord, 1994, c'était la création de l'Union. En 2004, les chefs d'État et de gouvernement ont pris un acte additionnel au traité pour dire qu'il faut que l'UEMOA puisse s'intéresser aux politiques sectorielles. C'est en ce moment que nous avons commencé les politiques énergétiques, les politiques agricoles, les politiques industrielles, les politiques en matière de tourisme. Nous avons donc embrassé beaucoup de choses en même temps. Oui. Alors ça a été peut-être le déclencheur de la situation que semble aujourd'hui vouloir revoir les chefs d'État. Donc l'étude a montré qu'effectivement, il fallait revoir cette situation. La deuxième étude qui nous avait été demandée aussi par les chefs d'État, c'était sur le prélèvement communautaire de solidarité. Comme vous le savez, nous sommes dans un espace de compétitivité mondiale. Donc pour que nos économies puissent être compétitives, il ne faut pas qu'il y ait une surcharge de la capacité d'importation. Or, quand vous avez 0,5 point de prélèvement ou 1 point de prélèvement, ça pesera forcément sur la compétitivité de nos économies. Il y a un prélèvement de 0,5% pour la CEDEAO, un prélèvement de 1%, ce qui fait sur notre capacité 1,5% de surcharge. Oui. Alors les chefs d'État nous avaient demandé aussi de réfléchir sur cette question. Et ils ont dit quoi, là, à l'occasion de ce sommet? Les discussions tournaient autour de la dégressivité, de la diminution du prélèvement. Nous sommes aujourd'hui à 1%. Nous devrions faire cette étude pour voir si on va à 0,75%, si on va à 0,50%, quel serait l'impact. Les chefs d'État se sont rendus compte également qu'aujourd'hui, la commission de l'UEMOA est engagée dans les différents pays. Notre portefeuille aujourd'hui dans les différents pays tourne autour de 200 et quelques milliards pour les 8 pays. Alors donc, pour nous permettre, dans le cadre d'une démarche progressive, ordonnée, de pouvoir diminuer cela, les chefs d'État nous ont demandé, ont renvoyé donc au Conseil des ministres l'étude pour être revue et faire des propositions concrètes sur la possibilité de diminuer le PCS de 0,5% ou de 0,25% ou de 1%. Ok. Alors, votre arrivée à la tête de la commission de l'UEMOA a coïncidé avec l'adoption du plan stratégique 2011-2019. Qu'en est-il exactement, pour ne pas dire, quid de votre bilan, Cheikh Hadjibou Soumaré? Vous savez, il est toujours difficile de faire son bilan.
Et je suis quelqu'un qui laisse toujours aux autres le soin d'apprécier le travail qui a été fait, aussi bien par moi-même, par les commissaires, par nos cadres au sein de la commission durant ces quelques années. C'est pourquoi j'avais commis nos collaborateurs de pouvoir faire de manière objective, à travers un document, tout ce qui a été fait jusqu'ici de 2011 à 2015, toujours dans la perspective de notre sortie. Parce que toujours, il faut faire le point des choses. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait un plan stratégique. Et le plan stratégique visait plusieurs objectifs. Donc l'objectif majeur était, nous sommes dans un processus d'intégration. Qui dit processus d'intégration doit aussi voir quelles sont les contraintes qui pèsent sur nos capacités aujourd'hui dans les pays. Et donc l'objectif visé, c'était sur les politiques sectorielles, quels seraient les objectifs qu'il fallait atteindre, notamment en matière d'enseignement, d'éducation, etc., sur beaucoup de choses. Objectif atteint? Je suis très satisfait de ce qui a été fait. Pour preuve, je prendrai simplement le cas de l'eau, par exemple, la disponibilité de l'eau dans les pays. Sur ces quelques années, nous avons fait d'abord sur ressources propres près de 45 milliards que nous avons dégagés sur les ressources propres. Et s'y ajoute que j'ai eu à négocier avec la Banque islamique de développement pour obtenir un financement de 100 millions de dollars qui correspond à environ 50 milliards, qui vont s'ajouter aux 95 milliards pour faire des points d'eau dans les différents pays. Comme vous le savez, dans nos pays, les femmes, les bonnes femmes, font des kilomètres des fois pour avoir un point d'eau. Et ça, je pense qu'il est de notre responsabilité de pouvoir travailler à aider les pays. Bien sûr, il y a le principe de la subsidiarité, mais également nous devons aider les pays à pouvoir le faire. Nous avons fait dans les différents pays près de 300 projets dans chacun des pays, 300 points d'eau. S'y ajoute que le programme complémentaire qu'on va faire, parce que notre objectif c'était d'aller à 8000. L'énergie est une préoccupation majeure. L'électricité, on en manque. Absolument. L'énergie est une préoccupation majeure. Là aussi, nous avons fait des avancées importantes. Nous avions donc ce que nous appelons l'IRED, qui est l'initiative régionale pour l'énergie durable, avec comme objectif à l'horizon 2030 de faire un basculement des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Et nous avions dans un premier temps mis en place un fonds de 250 milliards pour permettre au pays dans un premier temps de faire des projets. Mais quand je suis arrivé à la commission, j'ai vu que sur les énergies renouvelables, il fallait faire un effort beaucoup plus important pour atteindre l'objectif que nous ont assigné les chefs d'État. Nous avons donc fait un premier programme qui était de 20 milliards sur 2 ans et nous sommes à la deuxième phase de ce projet qui fera 20 milliards et nous avons travaillé avec une société implantée, avec une organisation implantée à Lomé, la Saber, et nous travaillons également, essayons de travailler aussi avec d'autres sociétés pour essayer de dérouler ce programme. Vous êtes le Premier ministre, vous avez été le Premier ministre d'un pays qui s'appelle le Sénégal et qui pourrait être très bientôt un pays producteur de pétrole et de gaz. Est-ce que l'UEMOA suit cette question? Bon, on suit cette question, mais c'est une question plus nationale. Mais bien sûr, si nous avons du pétrole au Sénégal, et nous souhaiterons simplement que les malheurs du pétrole, comme on le dit toujours, ne nous arrivent pas, et s'il y a une gestion très rigoureuse aussi, c'est un apport supplémentaire par rapport à l'économie globale de notre Union. Parce qu'aujourd'hui, les pays producteurs de pétrole dans notre Union, que sont la Côte d'Ivoire, que sont le Niger, aujourd'hui permettent aussi de booster quelque peu la croissance de notre économie. Alors, l'UEMOA se targue d'avoir un taux de croissance de 6%, mais les populations de l'Union ont le sentiment qu'il y a des chefs d'État qui se réunissent régulièrement et que les populations ne sont pas associés ne sentent pas dans leur vécu quotidien l'impact de cette performance économique. Vous répondez quoi? Ce que je peux dire, moi qui travaille directement avec les chefs d'État, sans aucune démagogie, je peux aujourd'hui affirmer qu'il n'y a pas un seul chef d'État de notre Union
qui n'a pas pour préoccupation ce problème de l'inclusivité de la croissance. Nous affichons des taux de croissance les plus élevés, parmi les plus élevés au monde. Mais la pauvreté est toujours là. Mais la pauvreté est en train d'être vaincue petit à petit. Ouais. Mais quand la croissance est tirée par des secteurs qui n'ont pas un rapport direct avec les populations, ça pose quelques problèmes. Si vous avez des taux de croissance aussi élevés aussi, il faut que nous essayions de travailler à l'inversion, à la participation de tous les secteurs primaires, secondaires, plus particulièrement à la manifestation de la croissance. Si nous ne le faisons pas, nous aurons d'énormes problèmes. Et les chefs d'État sont en train de travailler là-dessus. Et ce sont les instructions qui nous ont toujours été données sur comment travailler pour l'inclusivité de la croissance. Oui. Un sujet qui fait débat, les accords de partenariat économique, faut-il les signer? Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'accord que nous avons, je ne dis pas que c'est un excellent accord, mais nous avons un bon accord. Moi-même, en 2004, j'étais ministre du Budget. J'ai participé à la contestation du premier accord qu'on avait. Parce que j'avais jugé en son temps, en tant que ministre du Budget, que l'accord que nous avions était un accord très déséquilibré. Dieu a fait que j'ai été négociateur en chef de ce nouvel accord avec le président Kadre, l'ancien président de la CEDEAO. Bien sûr, un accord ne peut pas toujours être à 100% d'un côté. Oui. Toutes les parties doivent se retrouver dans cet accord. Quel intérêt nos pays ont à signer les APE? J'ai beaucoup entendu les gens parler du problème de l'agriculture. Nous avons exclu. Il faut que les gens comprennent que dans cet accord, il n'était pas question pour nous que notre agriculture puisse en quelque sorte souffrir des subventions que nous avons toujours dénoncées aujourd'hui. Et nous avons fait en sorte que l'agriculture puisse être exclue de ce champ. Et nous sommes même allés plus loin en disant que sur l'accord, si jamais il y a des subventions, les produits qui nous viennent de l'Europe, de l'Union européenne, s'il y a des subventions aujourd'hui qui sont incorporées dans ces produits, nous nous donnons aussi la liberté d'exercer notre droit de pouvoir contrer ces subventions en introduisant par exemple les produits, etc., etc. Donc les APE, il faut les signer. Les APE, je pense qu'il faut les signer. Ou si ce que j'entends fustiger l'accord, s'il y a des choses parce que nous avons prévu dans l'accord, nous l'avons dit, nous avons prévu dans l'accord des clauses de rendez-vous. Oui. L'accord n'est pas simplement un accord, une bonne fois pour toutes. Et on craint surtout une baisse des recettes douanières. Tout à fait. Nous avons dit qu'il y a une clause de rendez-vous. À chaque fois, tous les 5 ans, nous nous revoyons pour revoir les problèmes que nous constatons dans l'accord. S'il y a des problèmes, nous sommes obligés de revoir ça parce que nous ne faisons que défendre nos intérêts. Parce qu'aussi bien l'Europe défend ses intérêts que nous-mêmes nous défendons nos intérêts. Très bien. Vous restez président de la commission de l'UEMOA jusqu'à nouvel ordre. Vous ne savez plus quand est-ce que finalement vous allez partir? Oui, je ne sais pas quand est-ce que je vais partir, mais j'étais vraiment dans les dispositions de partir, très honnêtement. Pour venir prendre part au dialogue national au Sénégal? Vous faites de la provocation. Vous en pensez quoi? Vous faites de la provocation parce que vous savez bien que notre code d'éthique en tant que président de la commission et commissaire, il nous est interdit de prendre part aux discussions politiques, aux problèmes politiques dans les pays. Mais ce que je peux dire, c'est que le dialogue est toujours préférable à ce que nous voyons de très désastreux dans certains pays. Surtout que l'UEMOA œuvre pour la stabilité politique au sein de ses États membres. Et si vous regardez d'ailleurs, le dernier sommet a travaillé sur le dossier paix et sécurité, sur la stabilité à long terme de nos pays. Parce que si nous faisons des pas importants sur la croissance, et s'il n'y a pas une stabilité de notre sous-région, cela nous pose des problèmes. Aujourd'hui, si vous visitez un peu
les budgets des différents États, tous les pays se sont ajustés pour faire part plus importante aux services de sécurité, aux services de défense. Oui, dans un contexte de terrorisme. De terrorisme. Oui. Ces ressources auraient pu aider à lutter durablement aussi contre la pauvreté. Un 9e pays membre de l'UEMOA? Je le souhaite vivement. Je souhaite même au-delà. Ce serait qui, par exemple, prochain adhérent? Je ne sais pas. J'ai entendu qu'on parle de discussions avec la Guinée, qu'on parle d'autres choses. Très bien. Mais je souhaiterais que tous les pays puissent nous rejoindre, ou alors qu'on fasse de la CEDEAO, la forte CEDEAO, avec tout cet art, qu'on le fasse. Je suppose une monnaie unique. Dans les intérêts bien compris. Oui, une monnaie unique à l'horizon 2020 au niveau de la CEDEAO. C'est la décision prise par les chefs d'État d'aller vers la monnaie unique en 2020. Maintenant, la faisabilité, les préalables, je pense que le premier des préalables, c'est la convergence des économies. La base de la monnaie, c'est la solidité de son économie. Donc nous devons travailler aussi à l'idée de convergence, aussi bien sur l'inflation, sur le déficit budgétaire des pays, sur les autres agrégats, masse salariale, etc. etc. Voilà. Merci, cher Hadjibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA. J'y suis, j'y reste. Il aurait pu le dire comme ça. Chérif, c'est tout pour ce soir. Merci. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.